Livre dédicacé de la main de Jean Rosen, moi-même, en souvenir de ma chère maman, et un livre très intéressant qui vient de sortir aux éditions Faton sur la faïence et le vin. Je suis directeur de recherche au CNRS et sur le sujet la faïence en France du XIIIe au XIXe siècle. Et ça, c'est donc mon métier et ma passion. J'ai une autre passion qui est les anciens cépages d'avant le phylloxéra, que j'appelle moi les cépages modestes. J'ai aussi une autre association qui s'appelle Rencontre des cépages modestes. Donc j'ai deux passions, la faïence et le vin. Et je me suis rendu compte, ça fait très longtemps que je cherche des choses. Pendant 25 ans, j'ai recherché des faïences datées qui illustrent la consommation du vin en France de 1640, date d'apparition du mot faïence dans la langue française, jusqu'en 1863, date d'apparition du phylloxéra qui a détruit le vignoble. Et donc j'ai cherché des pièces datées de 1640 à 1863 pour montrer l'évolution justement de la consommation du vin. On va passer des grandes aiguières superbes de Versailles qui font 80 cm de haut, qui étaient fabriquées à Nevers pour la cour de Versailles. Et on va aller après avec toute la faïence bourgeoise du XVIIIe siècle jusque vers le milieu du XIXe, aux petites faïences avec des petits décors de vignerons, etc. Et des petites faïences pour le courant de la fin de l'époque. Et j'appelle ça de la table du prince à la taverne du peuple. Et donc ces faïences, c'est avec leur forme et leur décor, elles illustrent complètement cette évolution sociologique de la consommation du vin. On commence par l'histoire parallèle du vin et de la faïence. Et bien entendu, on illustre ça avec des pièces, d'abord au XVIIe siècle, deuxième partie du XVIIIe siècle, troisième partie du XIXe siècle. C'est un parcours chronologique. Et là, vous avez ce magnifique plat en faïence de Nevers qui est au British Museum et qui est daté 1641. Et c'est par là qu'on commence. Jacques-Noël Pilté était le plus gros tonnelier d'Orléans. Et on s'aperçoit que la famille Pilté, c'est une grande famille de tonneliers à Orléans. Et on s'aperçoit en faisant quelques recherches que ces faïences reflètent totalement un épisode de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, puisque la personne qui était chargée de rédiger l'article tonnellerie dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, Fougeray de Beaujerois, il avait écrit un livre sur l'art de la tonnellerie, et dans l'art de la tonnellerie, il parle toujours des tonneliers d'Orléans. Au début, ce sont des produits de luxe qui sont vraiment destinés à l'aristocratie, au haut clergé. Et il y a très peu de manufactures, notamment celle de Nevers au XVIIe siècle. Et puis de plus en plus, au fur et à mesure, les manufactures vont se développer au XVIIIe siècle et la consommation du vin aussi va se développer en même temps, parallèlement au XVIIIe siècle. Donc on a vraiment le reflet de tout ça et on arrive à la Révolution. Alors la Révolution, avec la disparition des aristocrates et du haut clergé, les vignobles de luxe, les vignobles avec des cépages fins vont disparaître. On va aussi avoir de plus en plus des plantations de cépages moins nobles, comme le gamay, avec des grosses productions. Et parallèlement, la consommation va devenir de plus en plus populaire. Et on voit tout à fait ça qui va arriver jusque vers les années 1863, où on va justement découvrir le phylloxéra, qui est ce puceron qui a détruit le vignoble. Donc c'est vraiment une évolution totalement parallèle et on a vraiment une belle illustration de ce que ça a pu être que boire du vin en France du XVIIe au XIXe siècle. Ce sont des plaques destinées à une cave avec des étiquettes qu'on met sur les carafons de verre. Et ça, ce n'est pas des plaques de tonneaux, parce que ces vins-là n'étaient pas vendus en tonneaux à l'époque, ils étaient vendus en bouteilles. Donc ce sont des plaques qui étaient posées dans une cave sur la pile de bouteilles qui correspond. Alors vous voyez par exemple qu'on a du champagne mousseux, mais du champagne non mousseux. On a du vin des Échezeaux blancs. Aujourd'hui, si vous voulez faire du vin blanc à Échezeaux, en Bourgogne, vous n'avez pas le droit parce que Échezeaux, c'est du rouge. Mais à l'époque, il y avait du blanc. Vous voyez ce vin de Mâcon. On a aussi le Vosne romanée de première qualité, de deuxième qualité et le Vosne simple, c'est-à-dire les trois étages aujourd'hui des grands vins de Bourgogne, grand cru, premier cru, etc., de 1765. Et en cherchant bien, Aubigny, c'était un vignoble qui était
la propriété des évêques de Langres, qui étaient des grands puissants de l'époque. Et ces faïences proviennent de la manufacture d'Après, qui est une petite manufacture à côté de Langres. Donc là, on a un témoignage de ce que c'était que la cave des évêques de Langres, qui était l'équivalent de la cave du roi de France. Quand j'ai changé de métier, que je suis passé de professeur d'anglais à chercheur en faïence, j'avais déjà fait beaucoup de travail sur la faïence, beaucoup de recherches. Je fais de l'archéologie, je fais des analyses de laboratoire, je fais des recherches dans les archives, sur l'iconographie, etc. J'ai une énorme documentation. J'y passe beaucoup de temps parce que c'est ma passion. Donc après, comme je suis universitaire de formation, c'est facile d'élaborer, de traiter un sujet et de faire ça. Et puis j'ai trouvé ce très bon éditeur qui est Faton à Dijon, qui avait déjà publié une énorme encyclopédie sur la faïence de Nevers en 4 volumes. Et donc c'est un éditeur qui me fait confiance et à qui je fais confiance et qui permet de faire vraiment des beaux livres.